Bonjour et bienvenue sur Business Africa, je suis Ronald Cato. Cela fait presque un an que l'Europe et l'Afrique ont promis de construire un nouveau partenariat, de développer le commerce et les investissements. Cependant, les deux continents n'ont pas grand-chose à montrer en termes d'actions concrètes. Nous évaluons les dynamiques qui sous-tendent la nature complexe de ces liens. Confrontée à une pénurie de dollars et à une dette croissante, l'Éthiopie envisage de dévaluer sa monnaie, le birr. Le FMI soutient cette initiative, mais Addis Abeba craint d'aggraver l'inflation qui dépasse déjà les 30%. Enfin, les nouvelles ne sont pas très bonnes pour l'économie mondiale en 2023, les experts prévoyant une récession. Les taux d'intérêt devraient également rester élevés, les responsables politiques luttant contre l'inflation. Restez avec nous pour plus de détails. Merci de regarder Business Africa. Près d'un an après le sommet de Bruxelles, les dirigeants européens et leurs homologues africains peinent à avancer. Bruxelles n'a pris aucune décision majeure en matière d'investissement ou d'infrastructure. Le fait qu'aucun nouvel investissement ne soit venu d'Europe vers l'Afrique a nui aux attentes des Africains, ainsi qu'à l'espoir d'un nouveau partenariat. C'était il y a tout juste un an, les dirigeants européens et leurs homologues africains réunis à Bruxelles pour un sommet présenté comme le début d'un partenariat renouvelé entre les deux continents. La déclaration finale du sommet, baptisée Vision commune pour 2030, promettait notamment d'investir en Afrique 25 milliards de dollars par an au cours des 7 prochaines années, 450 millions de vaccins anti-Covid et 320 milliards de dollars dans les domaines de l'énergie et des infrastructures. Depuis, ni l'Union européenne ni l'Union africaine n'ont donné d'informations sur l'avancée de ces promesses. Certains observateurs affirment que le battage médiatique n'a pas été à la hauteur des actions entreprises jusque-là. La guerre en Ukraine a notamment provoqué des tensions avec les pays africains qui ont choisi de ne pas prendre position dans ce conflit. Le sommet ne semble pas non plus avoir contribué à améliorer la confiance mutuelle entre ces deux régions du monde. Comme l'Europe est réticente à soutenir une levée des brevets sur les vaccins, les doutes se multiplient quant à la volonté de Bruxelles de défendre la souveraineté sanitaire du continent. L'énergie reste également un point de friction. Alors que l'Afrique souhaite développer ses réserves de pétrole et de gaz, l'Europe n'est pas disposée à investir, sauf dans des initiatives écologiques. Sur un continent où plus de 600 millions de personnes vivent sans électricité, l'attitude de l'Europe continue à en décevoir plus d'un. Gert Laporte est un expert des relations Europe-Afrique à l'ECDPM. Merci pour votre temps. Comment se passent les choses entre l'Afrique et l'Europe? L'enthousiasme de février 2022 s'est-il maintenu? Eh bien, je dois dire que lorsque les chefs d'État se sont réunis l'année dernière, à peu près à la même époque, à la mi-février 2022 à Bruxelles, il y avait un certain enthousiasme. Mais ensuite, bien sûr, une semaine après le sommet, la guerre en Ukraine a débuté. Et je pense que cela a créé un cadre différent, un type différent de relations. Ce que la guerre en Ukraine a fait et ce que le Covid-19 a fait dans une certaine mesure, c'est exposer certaines des tensions sous-jacentes, certaines des frustrations sous-jacentes dans le partenariat entre l'Europe et l'Afrique. L'Europe, par exemple, a été très déçue qu'un certain nombre de pays africains ne la soutiennent pas pleinement dans sa condamnation de la Russie. Mais en même temps, du côté africain, il y avait aussi beaucoup de frustration. On a vu comment les migrants africains ont été traités lorsqu'ils ont voulu quitter l'Ukraine. On a également vu la manière dont les réfugiés ukrainiens ont été bien accueillis en Europe, dans les États membres de l'Union européenne, ce qui n'a pas été le cas des réfugiés africains. Parlons du Global Gateway, grand par ses ambitions, mais petit par ses actions. Est-ce la conséquence de l'annonce d'interventions politiques, avec uniquement des considérations géopolitiques? Ce que les Européens ont fait avec le Global Gateway, c'est présenter une sorte d'alternative européenne à l'initiative chinoise Belt and Road. De plus, bien sûr, en mettant des grosses sommes d'argent sur la table, ils ont voulu impressionner les différents partenaires, notamment l'Afrique. J'estime qu'il n'y a rien de mal à cela.
Toutefois, ce qui a frustré du côté africain dans cette discussion, c'est que le continent n'a pas été pleinement consulté lorsque ce Global Gateway a été présenté. Cela a été présenté comme un cadeau majeur de la partie européenne à l'Afrique. Par la suite, après avoir étudié les différentes propositions, on s'est demandé d'où venait l'argent. Sommes-nous en train de recycler des ressources qui ont déjà été promises à l'Afrique il y a quelques années? Je pense donc que la plus grande crainte à l'heure actuelle est que le Global Gateway ne tienne pas les énormes promesses qui ont été faites lorsqu'il a été présenté. L'énergie est une autre source de tension entre l'Europe et l'Afrique. Alors que l'Europe brûle du charbon et double ses importations de gaz, elle prône les énergies renouvelables pour l'Afrique. Pensez-vous que les deux parties parviendront à un compromis sur ce point? Du côté africain, il y a une remise en question tout à fait légitime de ce que les Européens ont essayé d'imposer à l'Afrique, l'énergie propre en Afrique. C'est fantastique, tout le monde est d'accord avec cela, bien sûr. Mais le chemin pour arriver à cette énergie propre prendra du temps. Et pendant ce temps, l'Afrique, bien évidemment, a le droit de s'industrialiser. Elle a le droit de créer de la valeur ajoutée, de créer des emplois. Et elle devrait avoir le droit d'utiliser ces combustibles fossiles. Mais nous devons envisager tout cela de manière équilibrée. Il doit y avoir des voies à concevoir dans les prochaines années afin d'aller vers une énergie propre, objectif commun que nous partageons tous. Gert, la relation entre l'UE et l'Afrique n'est certainement pas parfaite, mais elle est nécessaire. Comment procéder à partir de cela? Je pense que nous devrions avoir un dialogue ouvert sur toutes ces questions où il y a des tensions et nous devrions assumer des responsabilités communes parce que beaucoup de ces questions ne peuvent pas être résolues par une seule des parties. Elles doivent être négociées. Et les Européens devront peut-être apprendre à négocier avec un partenaire africain plus affirmé. Ils n'avaient pas l'habitude de le faire auparavant. Il y a toute une série de questions sur lesquelles nous avons en ce moment un conflit et nous devrons en discuter très ouvertement. Et cela signifie également que du côté africain, il doit y avoir une réelle volonté de renoncer à une partie de l'argent facile qui est offert par la partie européenne. Car les Européens essayent toujours de résoudre ces problèmes avec de l'argent, et l'argent n'est pas toujours une solution. Parfois, il est nécessaire, mais il crée aussi une dépendance. Gert Laporte, merci beaucoup pour votre temps. Avec plaisir. La pénurie de dollars en Éthiopie a mis à rude épreuve la monnaie locale, le birr, avec un écart important entre le taux de change officiel et celui du marché noir. La Banque centrale envisage ainsi de dévaluer la monnaie, une mesure nécessaire pour obtenir le soutien du FMI et stimuler les exportations. Le déficit des comptes de l'Éthiopie s'est creusé depuis 2020, car de multiples facteurs, dont la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et le conflit au Tigré, ont convergé pour affaiblir l'économie. Une pénurie de dollars causée par la réduction des exportations et des transferts de fonds a fait grimper les taux de change en flèche, exerçant une pression importante sur le birr, la monnaie locale. Bien qu'Addis Abeba ait interdit l'importation de certains biens pour économiser des devises, les réserves du pays ont continué à s'affaiblir. La chute des réserves complique également le remboursement de la dette de l'Éthiopie libellée en dollars, ce qui inquiète encore plus les investisseurs déjà sous la réserve. Pour corriger son déficit commercial, le gouvernement est confronté à l'option difficile de dévaluer le birr, une mesure qui harmoniserait les taux de change officiels et du marché noir. Si la dévaluation soutenue par le FMI pourrait contribuer à résoudre une série de problèmes, Addis Abeba s'inquiète du risque de faire exploser l'inflation qui dépasse déjà les 30%. Une majorité d'experts économiques des secteurs privés et publics, sollicités par le Forum économique mondial, s'attendent à une récession mondiale en 2023. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les économies qui luttent déjà pour se remettre du stress de la pandémie.
À l'occasion du forum de Davos, les économistes interrogés par le World Economic Forum se montrent pessimistes sur l'économie mondiale. 2/3 anticipent une récession cette année, dont 18% l'envisagent extrêmement probable, soit plus de 2 fois plus que lors de la précédente enquête menée en septembre 2022. 1/3 seulement estimant qu'elle n'aura pas lieu. L'ensemble des 22 chefs économistes d'institutions publiques et privées interrogés en novembre et décembre dernier envisagent une croissance faible ou très faible. La semaine dernière, la Banque mondiale a abaissé ses prévisions de croissance pour 2023 à des niveaux proches de la récession pour de nombreux pays en raison de hausses de taux de banque centrale et de la guerre en Ukraine. La majorité des économistes s'attendent à un nouveau resserrement de la politique monétaire en Europe et aux États-Unis, les responsables politiques étant coincés entre la maîtrise de l'inflation et la nécessité de laisser la place à la croissance. Et c'est ainsi que se termine cet épisode de Business Africa. Je suis Ronald Cato. Les infos continuent à l'antenne et en ligne. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain épisode de Business Africa.